Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est le grand entretien aujourd'hui. C'est avec Thomas Vérinck. Bonjour, vous êtes le directeur exécutif et membre du directoire de RTE. On va parler de nos besoins d'électricité futurs, de l'impact des tempêtes sur la production. Mais avant, il faut qu'on parle des prix de l'électricité, puisque ce matin, on en a beaucoup parlé dans la matinale. Il semble qu'il y ait un accord qui se dessine autour des prix. Accord pour protéger EDF quand les prix sont trop bas. Accord pour protéger les consommateurs quand les prix sont trop hauts, avec un système de rétrocession. On va pas refaire le détail, je vous invite à réécouter les journaux, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement d'avoir une sorte de prix plancher et prix palier pour les prix de l'électricité? Bonjour, alors en fait je ne sais pas vous répondre par rapport à ce que vous dites sur un accord possible entre EDF et l'État. Je ne peux pas commenter cette négociation à laquelle on n'est pas parti. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de trouver un système qui à la fois permet de financer les investissements tout à fait considérable qu'on doit faire dans la production, mais aussi dans les flexibilités, mais aussi dans les réseaux. Et de l'autre côté, permettre que notre avantage comparatif, qui est le fait qu'on produise une électricité de manière compétitive et pas dépendante des prix des énergies fossiles, eh bien, ça puisse se traduire dans la facture des entreprises et des Français. En tout cas, ce système, c'est une manière quand même un peu de réguler les prix du marché, de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop bas, parce que EDF ne pourra pas financer, pas trop haut, parce que le consommateur ne pourra pas payer. Donc c'est peut-être effectivement une bonne nouvelle. C'est vrai que on n'aurait jamais pensé ça il y a quelques mois. Tout ça est lié à la crise de l'énergie, à la flambée des prix de l'électricité à laquelle on a assisté il y a quelques mois pendant la crise, et puis à ce que vous prévoyez pour la France, c'est-à-dire une explosion des besoins en électricité, pas en 2050, mais demain, en 2035, il faudra 40% d'électricité en plus si on veut faire tourner le réseau et les nouveaux usages. Est-ce qu'on va y arriver ? En fait, 40%, ce n'est pas une explosion, parce que si on regarde notre système énergétique, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on parle toujours d'électricité, mais 60% de l'énergie qu'on consomme, elle est fossile. C'est du pétrole, c'est du gaz. Oui. Donc, notre situation actuelle, elle est celle d'une dépendance à des énergies fossiles, donc un problème climatique, et une dépendance énergétique et géopolitique, en réalité, par rapport aux pays producteurs. Donc, ce qu'on a à faire, c'est bien sûr pour atteindre nos objectifs communautaires de réduction des émissions. Je dis juste qu'il faut quand même réussir à produire 40% d'électricité en plus. Absolument, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas que pour une raison climatique, c'est aussi pour une raison de dépendance. Oui. Et oui, dans cette perspective, quand on a 60% de notre mix énergétique à remplacer progressivement par du bas carbone, donc beaucoup d'électricité mais aussi autre chose, eh ben, ça nécessite d'augmenter la consommation d'électricité. Thomas Vérinck, franchement, on sait que les EPR qu'on va construire, ils ne seront pas en service en 2035. Et donc, comment on fait pour, entre aujourd'hui et 2035, faire 40% d'électricité en plus ? C'est exactement le thème du rapport qu'on a remis le 20 septembre dernier, le bilan prévisionnel, qui est en fait la première marche vers la neutralité carbone. On a regardé la période qui va jusqu'en 2030-2035. Et on dit qu'on peut parvenir à faire nos objectifs, à la fois nos objectifs climatiques et de réindustrialisation, si on agit sur 4 leviers. L'efficacité énergétique, la sobriété, donc en fait tout le thème des économies d'énergie, le nucléaire. Sur le nucléaire, il faudrait retrouver à minima 360 TWh de production annuelle. Donc 360 TWh, c'est moins que ce qu'on faisait il y a 10 ans, mais c'est plus que cette année, l'année dernière. Et multiplier par 2 ou 3 la production des énergies renouvelables. Ce n'est pas un rythme qui est plus important que dans les autres pays européens, c'est même plutôt un petit peu en dessous, mais c'est un rythme significatif. Si on agit sur ces 4 leviers, on arrive à boucler notre équation énergétique 2030-2035. Justement, sur ce dernier levier, Luc Rémont, il est très clair. Il dit, si j'ai pas un prix de l'électricité qui est autour de 70 €, on parle de 68 €, moi je ne peux pas financer la production d'électricité qu'on me demande. Justement, ce prix plancher de 70 €, il est le bon selon vous ou pas ? Là encore, moi je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Vous estimez qu'il est entre 75 et 90. Je vais quand même vous donner quelques éléments. Effectivement, dans nos analyses, on voit que le coût de production complet, donc nucléaire, renouvelable, mais hors réseau, hors préfinancement de nouvelles installations, hors coûts commerciaux, il serait de l'ordre de 75-80 € du mégawattheure. Alors après, en fonction de la façon dont on compte, ça peut être un peu moins ou ça peut être un peu plus, mais c'est l'ordre de grandeur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation, il faut bien voir que la France est dans une situation atypique.
Nous, quand le prix du pétrole ou du gaz évolue, ça ne fait pas beaucoup évoluer nos prix de production d'électricité parce qu'en fait, plus de 90% de l'électricité produite en France est bas carbone, c'est du nucléaire, c'est de l'hydraulique, c'est de l'éolien et c'est du solaire. Cette situation, elle existe en France, elle existe aussi dans les pays scandinaves. Donc ce sont les pays marchés internationaux qu'on a bien vu, voilà, on n'était pas si protégés que ça. C'est pour ça que c'est atypique, c'est-à-dire que dans d'autres pays, quand le prix du gaz augmente, le prix de marché augmente, mais le coût de leur production d'électricité augmente, donc en fait c'est corrélé. Chez nous, quand le prix du gaz augmente, ça a une influence sur les prix de l'électricité, mais sur notre structure de coût, pas beaucoup. Et donc, on cherche un système qui permet de concilier les besoins de financement, qui sont effectivement considérables, puisqu'on a dit il faut tripler le rythme d'investissement par rapport à la décennie d'avant. Donc, il faut permettre de financer ça, absolument. Donc, c'est normal que les opérateurs cherchent à financer ça. Et il faut aussi qu'on permette à tous ceux dont on cherche à favoriser l'implantation en France, parce qu'on veut des gigafactories, parce qu'on veut réindustrialiser, de bénéficier de la structure de coût de notre mix qui est compétitive, sans subvention. Est-ce que le boulot de RTE, enfin pas directement mais indirectement, c'est de faire en sorte que l'énergie en France, l'électricité, soit un facteur de compétitivité par rapport à nos concurrents européens et par rapport à nos concurrents mondiaux? Est-ce que ça peut être peut-être le cœur de la restauration de la compétitivité industrielle de la France? Ça fait partie absolument des sujets sur lesquels on travaille. Alors, on y travaille en essayant de faire systématiquement, lorsqu'on produit des scénarios, des trajectoires, on regarde quelle est la moins chère du point de vue économique pour permettre au pouvoir public, pour permettre à la collectivité de décider de manière informée. Bon, après, il n'y a pas que des questions économiques qui président au choix énergétique, c'est normal, mais simplement, il faut qu'on chiffre nos scénarios, et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. La deuxième chose, c'est que nous aussi, en tant que gestionnaire de réseau, on doit être capable de garantir qu'on amène de l'électricité dans les conditions de compétitivité et de délai qui sont les bonnes, dans les grandes zones industrielles, donc par exemple à Dunkerque, à Fos, au Havre, etc. On a des projets de développement du réseau pour dégager une capacité d'accueil qui pourra être utilisée par les industriels. Le réseau, il a été chamboulé un petit peu ces derniers jours avec les tempêtes. Kiaran, Domingos, c'est difficile pour les éoliennes, évidemment, pour l'ensemble de la production d'électricité. Est-ce qu'il y a ce nouveau risque tempête que vous prenez en compte? Et est-ce que là, on a à peu près réparé tout ce qui devait être réparé? Oui, alors déjà, permettez-moi d'avoir une pensée pour les agents du service public qui se sont beaucoup mobilisés, notamment ceux de nos collègues de la distribution qui ont en plus perdu l'un des leurs lors des travaux de réparation, Enedis. Donc une pensée pour eux et pour leur travail acharné dans cette situation. La tempête, c'est un aléa climatique qu'on connaît. Alors pour RTE, peut-être que les gens ne le savent pas, RTE c'est né au tout début des années 2000. Donc l'événement fondateur quasiment de RTE, c'est les tempêtes de décembre 99, Lothar et Martin. Et le premier grand programme industriel de RTE, ça a été de faire ce qu'on a appelé la sécurisation mécanique, c'est-à-dire de renforcer le réseau aérien pour qu'il puisse tenir des vents de 180 km/h. Donc le grand réseau national, heureusement, il a plutôt mieux tenu cette année qu'en 1999 et même beaucoup mieux. Ce qui fait qu'en fait, sur cette partie-là du réseau, on a pu traiter tout en 48 heures. Sur l'hiver qui vient, ça va mieux se passer que l'hiver dernier, c'est sûr. D'abord parce qu'on a plus de centrales en fonctionnement. Ensuite parce qu'on s'y est préparé. Mais vous dites, c'est intéressant ce que vous avez dit hier, vous dites il faut quand même que les Français continuent à faire des efforts de sobriété électrique. Les entreprises aussi, vous allez redéployer toutes les possibilités de délestage pour que ça tienne, pour que le réseau tienne? Alors oui, on est plus serein cette année. On peut aborder l'hiver avec plus de sérénité, mais il ne faut pas baisser la garde sur les économies d'énergie. Et si vous vous souvenez, l'an dernier, à la même période, d'ailleurs j'étais sur votre plateau, on était face à 3 crises. On avait la crise européenne du gaz, on avait la crise bien française de la corrosion sur nos réacteurs nucléaires, et on avait la sécheresse avec la pire production hydraulique depuis 1976. Donc si on a passé l'hiver dernier, c'est parce qu'il y a eu des économies d'énergie de l'ordre de 8-9% de baisse hors effet météo. Vous vous souvenez, l'année dernière, on débattait, est-ce que c'est possible de faire 10% Vous avez dit, il faut environ 10%. On a fait 9%. Donc c'est quand même... inespéré quasiment. En tout cas, on a atteint cet objectif. Et parce que le système européen d'échange a très bien fonctionné, on était exportateur.
on est devenu importateur pendant une année et on est d'ailleurs depuis redevenu exportateur très régulièrement. Donc ça a bien fonctionné. Maintenant, tous les paramètres cette année sont mieux orientés que l'année dernière. La consommation est toujours basse. Donc en fait, on est toujours à -8, -9 par rapport à la situation d'avant-crise. Donc, les gens ont appris à être les comportements ont changé, définitivement. Oui, alors c'est un mélange de sobriété et de réaction au prix. Oui. Il y a tout qui est mélangé. Donc, il y a eu des baisses chez les industriels, mais aussi chez les entreprises du secteur tertiaire et chez les particuliers. Donc, la consommation est plus basse, la production nucléaire est plus haute. Donc, on n'est pas revenu à un niveau nominal sur la production du nucléaire. Et les barrages sont pleins. Mais pour autant, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, ça a été le phénomène de corrosion est beaucoup mieux traité et les barrages sont pleins. Donc, la situation est beaucoup plus favorable. Merci beaucoup, Thomas Vérinck, directeur exécutif et membre du directoire de RTE, d'avoir été notre invité ce matin.